Marc, Yassir, David Le Goff, je vous en prie, prenez place. Le temps que vous vous installiez, que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Quand on a monté cette journée d'études, j'ai eu une idée ingénieuse. Je me suis dit, après l'ARA, je vous en prie, prenez place où vous voulez. Après l'ARA, je me suis dit, tiens, puisqu'on va faire un travail typologique, et si on faisait venir des hackers malveillants pour nous expliquer leur motivation. Idée ingénieuse, puis j'ai oublié que je travaillais avec un flic. Et c'est à ce moment-là c'est à ce moment-là que je lui ai rappelé l'article 40 du Code de procédure pénale qui, voilà, au regard de l'assistance, avec quasiment beaucoup de gendarmes et de policiers, je me suis dit comment je vais faire pour venir faire témoigner un pirate, quand bien même on a une certaine passion pour la technicité de ces gens-là et tout, c'était juste pas possible. Donc voilà, j'ai expliqué à Marlène que son idée était certes ingénieuse, superbe, mais que ça allait être difficile. Si on doit arrêter tout le monde, c'est compliqué, on n'a plus d'intervenants. Donc on a pris le biais de tenter de communiquer avec des pirates étrangers, de proposer une visio, éventuellement, avec des gens bien respectables maintenant. Hein. Bon, pour les sachants, enfin les experts, je parle de Kimit Mitnick. On s'est dit sur un malentendu, peut-être qu'il voudra nous faire l'amitié de nous faire une petite visio. Bon, j'attends encore. Il était occupé. Il était occupé, apparemment. Occupé, voilà. J'avais tenté le même coup avec Banksy sur une précédente journée d'études. Ça n'a pas fonctionné non plus. Voilà. Mais en revanche, si vous voulez, il y a eu quand même quelque chose d'incroyable, c'est que l'actualité, le mouvement de grève, a fait que nous nous sommes même demandé, vu les retards de train, si à un moment donné, on allait avoir des intervenants. Alors Jean-Christophe et moi, on a dit, mince, il y a une table ronde, s'ils ne sont pas là, comment on fait pour combler? On s'est dit, autre idée ingénieuse, je me suis inspirée de mes étudiants. Je n'ai pas la technicité, mais je peux apprendre en ligne. Il y a un endroit parfait pour le faire. Je me suis dit, si je dois me substituer aux hackers pour parler pour eux, autant me faire GPT. Et alors, j'ai interrogé ChatGPT, parce que je ne savais pas si vous pouviez venir ou pas, pour savoir un petit peu à quoi on reconnaît un hacker, quel est son profil. Je voulais aller dans le sens de l'ARA pour finaliser cette typologie. Et j'ai appris des choses incroyables. ChatGPT, ils vont prendre le temps de vous expliquer. Ce sont de vrais hackers, mais des hackers altruistes, des hackers dans cette typologie, des gentils. On ne peut pas les arrêter, eux, aujourd'hui. Donc, chers collègues de la police, on ne s'emballe pas. Eux, ils n'ont fait aucune exaction répréhensible. Mais par contre, comme je n'étais pas sûre que vous étiez là, je me suis demandé à quoi on vous reconnaît, messieurs. Édifiant, ChatGPT, votre meilleur ami. Alors, un jeune homme blanc, solitaire, portant un sweat à capuche et travaillant dans l'obscurité de sa chambre ou de sa cave. Je pense qu'on est sur un joli cliché. Donc, on s'est demandé avec Jean-Christophe si on devait mettre un hoodies, puis éteindre les lumières, puis parler d'une voix un petit peu, voilà, un petit peu confidentielle et mettre une certaine réserve. Vraisemblablement, d'après ChatGPT, même si vous êtes des hackers éthiques, l'idée, c'est vous le faites par curiosité pour le défi que cela représente, votre démarche citoyenne, votre démarche altruiste. Et je voulais juste citer, source ChatGPT, vous avez un salaire moyen mensuel brut compris entre 6 000 et 7 500 euros. Alors, je voudrais qu'on revienne sur ces aspects-là parce que ChatGPT nous a quand même révélé des secrets dont, messieurs, il va falloir vous expliquer. Je vais vous donc vous demander d'accueillir. Et ils vont se présenter avec des profils souvent similaires et pourtant tellement distincts, des passionnés d'informatique qui vous expliqueront comment ils ont construit leur parcours et ce qu'ils sont amenés à faire. En tout cas, Marc, tout en noir, sans capuche, David et Yassir, nous allons prendre le temps d'une table ronde pour présenter un petit peu vos parcours, votre travail, comment vous interagissez justement, et puis cette dimension quand même de la légalité ou de l'illégalité qui interroge dans votre pratique. D'accord. Donc, bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous. Je suis ravi de ne pas avoir raté mon train aussi, au passage. Si vous me le permettez, avant d'aller plus loin, il y a un truc qui me reste un peu au travers de la gorge. Je voulais intervenir tout à l'heure. J'aimerais vraiment remercier les personnes qui ont témoigné. C'est extrêmement précieux et c'est extrêmement vertueux à 2 titres. Le premier, c'est que ça casse un vrai tabou aujourd'hui.
celui de témoigner comme ça, c'est très rare. Ça demande un courage extrême que très peu de gens ont. Ça, c'est le premier. Et ça renvoie un peu le côté honte du côté des attaquants, avec lequel on stigmatise involontairement les gens qui se retrouvent dans cette situation. Le deuxième, c'est que ça a le mérite, on se posait la question peut-être tout à l'heure de comment convaincre des patrons. Et ben ça a le mérite de convaincre des patrons, parce que je pense que si cette salle-là était remplie de patrons et que M. Paquito refaisait le même témoignage, il y a des patrons qui allaient bouger et qui allaient demander la gendarmerie et l'ANSSI. Parce qu'un patron parle avec un patron, il se comprend. Donc voilà, je voulais faire ça. Deuxième précision, je ne suis pas un hacker. Je me sens comme un hacker. J'ai bidouillé, j'ai fait des petits trucs, mais je ne suis pas un hacker pour quelque chose de très simple. C'est que je pense que c'est un titre aussi que la communauté vous donne. C'est très difficile de se le donner. Donc, je me rêve en hacker. Je sais que j'ai bidouillé des petits trucs sur des sites. Je me suis fait pirater mes propres blogs, qui étaient des blogs qui n'avaient aucun intérêt. Mais voilà. Par contre, je suis un entrepreneur. Donc, j'ai créé une entreprise qui fait que je fédère une communauté de hackers. Donc, je vis un peu le rêve de l'extérieur et je vois comment cette communauté vit ses points positifs, ses difficultés au quotidien. C'est peut-être avec cette casquette-là que je vais témoigner aujourd'hui. Merci. Bah, je te rejoins complètement sur le terme hacker. Moi, j'ai plutôt envie de parler de sécurité offensive et de la façon dont on l'exploite justement à des titres éthiques et de défense. Ça, c'est fondamental. Bon, moi, là, j'ai plutôt un parcours très institutionnel, hein. Là, c'est marqué Thales. Je veux juste préciser que bon, ils m'ont autorisé à venir, mais je suis encore en période d'essai, donc je peux encore me faire virer. Donc, du coup, là, je vais surtout parler ouais, non, mais je préfère le préciser. Mais je les remercie beaucoup de m'avoir autorisé à être là aujourd'hui. Et ouais, 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 d'accord, je viens. Ouais. De toute façon, on l'a déjà coupé. Ouais. Et justement, j'ai amené une petite radio logicielle complètement acquise de façon légale, mais qui fait des trucs complètement illégaux. Donc voilà, donc plutôt un parcours très institutionnel, hein, jusqu'à il y a très peu de temps. Donc bon, on évoquera au fur et à mesure des questions qui arriveront, ce qu'on a pu faire. Mais vraiment, je crois que c'est assez important. Pour moi, le hacker, c'est avant tout quelqu'un qui cherche à comprendre comment fonctionnent les choses. Et moi, je suis plutôt un profil curieux. Hein. Mon père en avait marre que je fasse disjoncter l'immeuble dans lequel on habitait parce que je démontais les trucs et je les branchais sur du 220 alors que c'était du 5 volts. Enfin, je comprenais rien encore à ce qui se passait. J'ai failli mourir 3 fois, je pense, dans ma jeunesse. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Ça a commencé par essayer de comprendre comment fonctionnaient les choses. Et puis après, au hasard des rencontres, des opportunités, du travail, on s'inscrit plutôt dans une démarche organisée, structurée, donc et pour ma part assez étatique. Voilà, bonjour, moi c'est Marc. On va dire BTS Animation Gestion Touristique Locale pour commencer. Donc vous l'avez compris, vraiment autodidacte, pur jus. J'ai eu la chance de rentrer dans le complexe militaro-industriel, travailler pour des OIV. On m'a donné cette chance et voilà, j'ai gravi les échelons. J'ai commencé par faire un peu de SOC jusqu'à finir développeur. Et on m'a proposé l'opportunité d'aller aider les ONG, les entreprises qui se font pirater. On a HWP, donc Hackers sans frontières, et j'ai intégré cette structure avec des principes, des idéaux. Le but, c'est aider les petites TPE, PME, les ONG et également les grands groupes. On fait de l'audit, du conseil et leur montrer comment, malheureusement, on pourrait mieux faire, mais il faut une réelle volonté politique, il faut une synergie. Hein. C'est pour ça que je pense que cette table ronde, c'est vraiment une bonne opportunité parce qu'on c'est plein d'acteurs différents. Et en cybersécurité, je pense il faut vraiment accorder nos violons. On parlait des acteurs, on a des groupes, des APT, donc menaces persistantes avancées. Je suis désolé pour le jargon, des acteurs. Et dans certains pays, en fait, le crime se structure avec les entités politiques, avec certains services de renseignement. Nous, en France, on est une démocratie. Hein, on ne fonctionne pas comme certains pays, mais on pourrait citer la Corée du Nord, l'Iran, la Russie, certains pays, hein, la Chine, qui fonctionnent un peu avec cette intrication entre les criminels, les mafias, les services de renseignement. Et tout le monde profite en fait de cette manne financière. On connaît des pays qui vont financer même leur programme nucléaire. Hein. On peut citer la Corée du Nord grâce à ces attaques. Donc, on pense tout le temps, c'est l'argent qui motive. C'est le nerf de la guerre, certes, mais après, il faut bien comprendre que pour certains pays,
c'est aussi pouvoir financer des programmes d'armement derrière. Donc c'est une zone grise, on l'évoquait dans notre travail, on va en parler, mais c'est également, comment dire, cette nébuleuse qu'il faut parfois faire de l'intelligence de menace, comme on fait nous, c'est essayer de catégoriser, même s'il y a le principe de non-attribution, c'est parfois difficile de pouvoir en parler à cause des retombées géopolitiques, diplomatiques, mais on sait comment certains pays fonctionnent. Et nous, en France, encore une fois, on ne pourrait pas fonctionner comme ça, mais je pense qu'il y a vraiment tout à inventer. Alors quelqu'un disait, on n'a pas de pétrole en France, on n'a que des idées. Maintenant, il va falloir mettre ces idées en place. Et je pense qu'il y a vraiment une synergie qu'il faut apporter entre les différents acteurs. Merci pour ces présentations. Yassir, est-ce que l'on peut revenir un petit peu sur ce qu'est l'activité de Yogosha? Comment ça se matérialise pour toi? Voilà, tout ce qui va être cybersécurité ou sécurité offensive, comment est-ce que toi tu l'appréhendes? Quelles activités, dans la mesure du possible, bien évidemment, hein, on Oui, peut, bien sûr. mais ne serait-ce que sur la structure, parce que c'est vraiment une particularité, le lieu dans lequel tu évolues. Oui, bien sûr. J'aimerais bien donner 2 réponses. Rapidement sur ce que fait Yogosha, parce que le but n'est peut-être pas trop s'attarder sur ce qu'on fait, et peut-être partager des éléments qui expliquent la structuration du marché aujourd'hui qui nous amène à ce genre de solution. Donc nous Yogosha, on a une plateforme, ce qu'on a un Vulnerability Operation Center, c'est comme ça qu'on se présente, où en fait, on permet aux entreprises de collaborer avec une communauté de hackers éthiques à travers le monde, à travers différents services. Un parmi lesquels on est le plus connu, certainement, c'est le bug bounty. Donc, c'est le fait de rémunérer des hackers à la faille détectée. Et on n'est pas les seuls. Et heureusement, hein, en Europe, il y a plein d'acteurs. Il y a YesWeHack en France, il y a Integrity en Belgique, il y a Bugcrowd, HackerOne aux États-Unis. Il y a une dizaine de plateformes maintenant dans le monde, ce qui reste très peu en fait. Hein. C'est un tout petit marché. Mais en tout cas, nous, notre particularité, c'est qu'on n'a pas que le bug bounty, on propose tout un autre de services, tout un autre d'éléments qui permettent justement aux entreprises de collaborer avec ces hackers-là pour pouvoir bénéficier de leurs compétences, pour justement pouvoir trouver des failles de sécurité de manière offensive. C'est-à-dire que en gros, c'est l'épreuve du réel. C'est-à-dire, on donne un système à cette communauté-là et on leur dit, bon, OK, vous avez carte blanche, il y a un certain nombre de règles à respecter, mais qui sont beaucoup plus flexibles que ce qu'on pourrait avoir dans des audits, par exemple, classiques. Et l'idée, c'est de dire, si vous êtes quelqu'un de malveillant, mettez-vous dans la peau de quelqu'un de malveillant, démontrez-moi par A plus B comment on va faire. Et ça a été dit dans la salle tout à l'heure, c'est un peu le crash test des voitures. Hein. C'est-à-dire, on dit, bon, bah là, on va voir si la voiture, si elle percute, est-ce que la ceinture va marcher ou ne va pas marcher. Alors, derrière ce sujet-là, je pense qu'il y a plein d'éléments qui font qu'il y a un momentum très précis qui font que cette approche par plateforme, elle fait sens et je crois qu'elle va se généraliser. Et je préfère plutôt m'arrêter sur ce sujet-là. La première, ça a été évoqué tout à l'heure par Lara et j'aimerais bien rebondir dessus pour bien expliquer que cet imaginaire ou cette communauté des hackers est quelque chose de très réel. Elle a parlé de la première communauté, de la première vague. C'est ce qu'on va retrouver dans un club qui s'appelle le TMRC, pour ceux qui s'intéressent. Donc, c'est le Tech Model Railroad Club. Donc, c'était des gens qui faisaient des miniatures de train, qui reproduisaient des miniatures de train, en plus d'être programmeurs. Et donc, ils s'intéressaient, à l'époque, c'était certainement des précurseurs. Ils avaient déjà vu l'OT à l'époque, hein, pas le côté que IT. Et donc, typiquement, cette communauté-là, cette première, on parle de 1946, 1947, je crois, à peu près comme ça, au MIT. Ça a donné lieu, par exemple, pour illustrer mécaniquement une personne, ça a donné lieu à un nickname qui s'appelle Slug. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Slug dans la salle? C'est le gars qui a inventé Spacewar, qui est certainement le premier jeu vidéo. Bon, c'est lui, il est sorti de cette communauté-là. Plus tard, on va avoir la 1975, donc la deuxième communauté, effectivement, comme le disait Lara. Là, typiquement, c'était le Homebrew Computer Club. Et donc là, typiquement, ça a donné lieu à deux personnages que vous devez connaître. C'est les deux Steve, de Apple, Steve Jobs et Steve Wozniak, qui sont sortis de ce club-là qui avait pour habitude de se retrouver dans un garage, d'où le mythe du fondateur qui crée des clubs dans des garages. Bon, il n'y a pas que ça. Et puis après, il y a la suite. Donc, ça vous montre que ça a créé de vrais personnages qui ont structuré tout un pan de l'industrie tech qu'on connaît aujourd'hui, avec tous les idéaux qu'on reproduit mécaniquement sans même le savoir. Partager le savoir via Wikipédia, ça ne sort pas de nulle part, en fait, cette idée-là. Hein. Ça vient d'un demi-siècle d'idéaux. Il y a ce premier côté. Il y a un deuxième côté qui est que, quand on regarde aujourd'hui de manière statistique
l'évolution de nos marchés. D'abord, il y a des choses qui relèvent du stress. 60% des entreprises, c'est une étude qui a été sortie par l'ESG, démontre que en fait, il y a une aggravation en termes d'accès au profil compétent. La pénurie aujourd'hui, quels que soient les rapports qu'on analyse, elle tourne autour de un manque à gagner de 3,5 millions de profils qui manquent dans le monde de la cybersécurité. Donc ça veut dire qu'il y a une pénurie structurelle aujourd'hui dans nos sociétés qu'on ne pourra pas combler uniquement avec des masters spécialisés ou autres. Et ça veut dire que ce sont des ressources auxquelles il faut accéder coûte que coûte, qu'elles soient à l'intérieur de l'entreprise, qu'elles soient à l'extérieur, qu'elles soient au Japon, qu'elles soient sur Mars. Et c'est là où les plateformes ont un rôle à jouer. D'accord ? C'est ce qu'on facilite en fait avec ce genre de plateforme, c'est ce genre d'accès. Et il y a aussi peut-être 2-3 éléments factuels qui vont participer pour comprendre structurellement ce qui se passe. Et c'est là où on a eu une chance, nous, ces plateformes-là. C'est que de l'autre côté, quand on regarde le nombre d'indépendants, le nombre de freelanceurs qui est là, si vous regardez en 2021, il culmine autour de 3,4 millions à peu près, avec une croissance de 8,6 par rapport à l'année précédente, 8,1, et une croissance de 8,6 par rapport à l'année précédente. Ce qui représente sur le total de la population française, donc 67 millions à peu près, ça doit représenter quelque chose comme 5 ou 6%. Étendu à la population active, ça représente 10% de la population active. Même si c'est stable, ça montre qu'avec le Covid en plus, cette volonté d'opérer ou de transformer les modèles de travail vers des modèles décentralisés donne une importance encore plus importante, encore plus critique, aux plateformes telles que la nôtre. Et je pense que ça va se généraliser petit à petit. Donc voilà en fait peut-être des éléments clés qui donneront des grilles de compréhension à pourquoi on existe aujourd'hui, je pense. Merci beaucoup, Yassir. Voilà, ça permet vraiment d'éclaircir et de rentrer dans le vif du sujet. Moi, c'est vrai que je te rejoins là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on ne forme pas assez de spécialistes. Alors, surtout en sortie d'école, bon, moi, j'interviens dans des écoles, dont l'ENSERB MAPMECA à Bordeaux, là, qui est une belle école. Mais aujourd'hui, on n'a que 19 jeunes qu'on va former à la sécurité offensive-défensive par an. Enfin, il n'y en a que 19 qui vont sortir par an. Alors, pour combler un trou comme ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut forcément des outils dématérialisés. En sachant que ces jeunes-là, tout de suite, c'est vrai que quand ils arrivent, ils disent: «Ah, moi, je veux faire la sécurité offensive, je veux devenir un hacker, me porter un polo à capuche». Non, non, déjà, tu vas apprendre à programmer, tu vas apprendre à muscler un système, à comprendre comment fonctionne ton réseau. Et au fil de l'eau, tu vas y arriver. Donc, du coup, la formation continue, parce que je pense qu'on n'y arrive vraiment qu'avec des années. C'est super long, hein. On parle de nuits de recherche, de nuits d'études. Ce sont des nuits, alors d'échecs, mais tout à l'heure, c'est pas de l'échec. Parce que c'est vrai qu'on apprend plein de choses. Pour 10 attaques qu'on va se tenter, il y en a peut-être qu'une qui va marcher, quoi. Et on va y passer un certain temps. Donc, ouais, la formation continue, les plateformes, pour moi, c'est hyper important. Il faut aller vers là, quoi. Et la formation continue surtout. Il faut, dès le début, engager, OK, vous êtes engagé vers. Moi, je suis un autodidacte aussi, hein, j'ai fait des certifications. Des certifications, à la fin de la semaine ou des 15 jours de certification, on se dit, bah là, j'ai 15 ans de boulot, quoi. Donc, c'est compliqué. Les ressources sont compliquées. Toufik, Oui, il est là. Ah, il Salut, est là. Toufik. Alors, mon homologue de l'ENSERB MAPMECA, à l'issue, vraiment, je t'encourage à pouvoir également éclaircir le débat sur cette problématique de la formation. David, moi, j'avais juste Oui. une question. Comment ça se matérialise pour toi, l'activité au quotidien? Si tu peux en parler, sinon on passe à Marc. Alors, S'il peut en parler, sinon bah, on il y a passe aux il y a il y a questions. différents il y a di il y a eu di alors, il y a eu différents formats sur différentes années, on va dire. Ça peut aller, avec un sac à dos dans la rue, dans une voiture, avec des antennes, sur le toit. Et au fond, parce que j'ai un laboratoire, un chalet, je me suis aménagé un chalet justement, parce que je voulais ressembler à un hacker moi, et avoir un polo à capuche, hein, j'en ai quelques-uns. C'est pas une cave, c'est un chalet, ouais, je l'avais montré à une conférence de hacking, le chalet du barbu 4.0, où je montrais comment mener une opération de renseignement avec, des outils de rance des outils software, et hardware. Bon, c'était plus un appel à l'imagination parce que et à créer pour mes élèves, pour nos élèves et ceux qui regardaient la conférence. Mais, donc ça peut être d'un espace très confortable à un espace très inconfortable. Et donc du coup, où on n'a pas forcément, tous les moyens non plus pour, pénétrer le système, sur lequel on veut opérer. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus que ça, mais
Mais je pense que les opérations qui ont réussi les mieux, c'est celles où on est dans le jus, dans le stress et on a la bonne réussite, quoi. Alors, moi, je voudrais juste revenir sur la précédente question. Je vais parler sous le contrôle d'Olivier. Je crois qu'il a été comment je pourrais dire, identifié à peu près 130-140 sociétés spécialisées dans le numérique au niveau de la région Aquitaine, Olivier, je crois, pour 600 000 entreprises du bassin de la région, toujours pareil, région Aquitaine, je crois. Donc, on est bien véritablement face à une pénurie de spécialistes cyber. Ouais. Je crois que le Et donc, label, il pour... est important parce qu'il y a un terme aussi qu'il faut parler quand on fait de la sécurité offensive défensive, c'est la confiance numérique. La confiance numérique qu'on va mettre dans les individus, la confiance numérique qu'on va mettre dans les produits. Est-ce que nous, on n'est pas des pompes à brouillard qui parlons aujourd'hui? Peut-être, je sais pas, quoi. Donc, et c'est vrai que les labels, ils sont importants parce que ça permet d'avoir, OK, ben, lui, il a été labellisé, donc on a vérifié qu'il avait toutes les compétences. C'est comme les formations Secumedium, on valide que les intervenants ont bien les compétences et Exactement. on va vraiment transmettre un savoir adapté, quoi. Donc, Alors, après, bon, pour finir sur comment ça se passe, enfin, c'est chaque sujet va être différent. Enfin, pour ma part, hein, c'était des sujets. Ça peut être des micro-sujets comme des macro-sujets, hein, sur ces parties-là. Et ça peut aller vraiment d'opérations stratégiques à des opérations. Bon, j'ai fini par. Moi, enfin, j'accompagnais les sous-traitants stratégiques des OIV, des organismes d'importance vitaux. Hein, donc, on ne va pas les citer là parce que c'est secret, c'est classifié. J'ai eu un moment à faire, justement, on parle de légalité, d'illégalité. J'ai eu un moment à partir dans l'illégalité, 45 minutes, sous couvert et responsabilité de ma chaîne hiérarchique, parce que justement, l'entreprise qui était en face de nous, donc sous-traitant stratégique, ne voulait pas entendre parler de sécurité. Pour nous, enfin, c'était n'importe quoi. On les embêtait, on leur demandait trop de pognon, ils avaient autre chose à foutre, que leur chiffre d'affaires, il n'était pas là. Et donc, du coup, on m'a posé la question, c'est mais comment on fait pour faire venir cette personne à la table, pour discuter, on est là pour l'aider en tant qu'OIV. En plus, on va leur donner de l'argent pour se sécuriser et là, le gars, il veut même pas nous entendre. Bah, je lui dis: «Moi, la seule façon, c'est de faire en sorte que lui montrer que c'est sa maison qui brûle, c'est pas la nôtre». Moi, je travaille sur la résilience, je travaille sur la résilience d'un OIV et donc ce sous-traitant était dans notre chaîne de résilience, mais en premier acteur. Et bon, bah, voilà, j'ai dû arriver la veille sur le parking de l'entreprise. Je vais défoncer le réseau pendant 45 minutes. J'ai fait des copies d'écran, screenshots, sous couvert, hein, donc bon, là, je suis venu avec 2 amis gendarmes d'Andernos. Je pense qu'ils vont me ramener avec les menottes ce soir. Mais ouais, je suis déjà accompagné, donc merci Charles. Et et donc du coup, j'ai fait mes copies d'écran. On arrive le matin, on avait quand même réussi à avoir une réunion. Le gars, il m'a pourri. Enfin, il nous a pourri: «Beh, vous m'embêtez, j'ai qu'une demi-heure», enfin et cetera. Et à un moment, mon patron me passe la main, il dit: «Bah, je vais vous parler, monsieur Le Goff, là, il va vous parler un peu de sécurité». Ouais, sécurité, j'avais repéré les 2 admins système qui étaient au fond de la salle et puis, je dis: «Ouais, puis bon, du coup, pas de problème de sécurité». Alors le gars me dit: «Non, pas de problème de sécurité, on n'a rien à déclarer» et là, il dit: «Ah si, quand même, hier, pendant 45 minutes, notre réseau, il ne fonctionnait plus. On avait accès à plus rien». Je dis: «Bah, écoutez, je vais vous expliquer pourquoi». Depuis, cette personne, eh ben, je pense que je l'ai eu au moins une fois par mois au téléphone pour l'accompagner dans le durcissement de son système. Et c'était un service gratuit, enfin étatique, là, puisque chaîne de résidence sur OIV. Donc il y a plein de sujets, enfin, il y a plein de cas différents. Alors, ouais, je voudrais rebondir. Je travaillais pour une boîte canadienne que je ne vais pas citer et premier jour, j'arrive, j'intègre la société et on me dit: «Écoute Marc, vraiment les hackers, ça nous tient à cœur». C'est le cas de le dire. Si tu vois un défaut, tu nous préviens, hein. Surtout, tu appelles ta direction, tu vas voir ton supérieur hiérarchique. Et là, je regarde mon IDS, hein, j'étais le seul, de tous les informaticiens à savoir ce qu'était un IDS et sur le PC que m'avait donné la boîte, je vois des trames ARP qui circulent et je me dis, peut-être qu'à partir du parking, quelqu'un avec un peu d'équipement, hein, donc on appelle ça du SDR, c'est du Software Defined Radio. Alors, les espions les utilisent, les hackers également et on peut faire beaucoup de choses. Je cite tout le temps Arthur C. Clarke qui est le père fondateur de la science-fiction. Et il y a la première règle, c'est toute technologie suffisamment avancée et indiscernable de la magie. Et quand vous commencez à contrôler le SDR, vous vous rendez compte en fait de la puissance dans un seul homme. Et je dis toujours à mes élèves, j'ai une petite chaîne YouTube, je leur dis le savoir est une arme. Et vraiment, je le pense en tant que tel. Aujourd'hui, être hacker, et c'est pour ça qu'il faut des hackers éthiques,
c'est une puissance colossale que vous avez entre les mains. On dit toujours, hein, je crois, on a calé Linux, une distribution qui nous permet de faire de l'OffSec, mais surtout les Linux, quand vous vous connectez en tant qu'administrateur, on vous dit attention, de grandes responsabilités, euh, il faut que vous en soyez capable. Et ça demande d'être sérieux. Ben là, c'est pareil en hacking. J'essaye tout le temps de. Il y a le bon côté, le mauvais côté, et il y a cette logique aussi d'être pas du côté obscur de la force, de faire le bien, parce que quelqu'un de mal intentionné aujourd'hui, avec la technologie, avec les outils que vous pouvez trouver en open source, ça peut être dangereux. Et les outils que nous, on utilise, Cobalt Strike, par exemple, sont utilisés dans la nature et on a 80 serveurs en France qui tournent et qui sont en train de faire des cyberattaques. On a un null space qui nous permet d'identifier les serveurs qui ont été piratés. On sait que c'est même des versions qui tournent. Moi-même, j'en ai eu entre les mains. Donc, il y a un vrai travail d'enquête, de diligence pour trouver les hackers. Et malheureusement, les outils qu'on utilise, ben, ils peuvent aussi les utiliser dans la nature. Voilà. Je crois que tu as dit un truc super important, c'est vraiment une arme, quoi. Ça devient un cyberarsenal. On voit tous les derniers conflits qui ont lieu, le dernier Ukraine-Russie, mais déjà en 2014, en 2014, il y a eu le Black Energy, les Russes sont rentrés après, ils ont éteint la lumière, ils sont rentrés. L'Ukraine a vraiment beaucoup subi à cette époque. Ils ont vraiment appris, et après, on voit bien que ça devient un système d'armes, c'est un système d'armes d'emploi. Alors, il y aura, c'est pas moi qui le dis, mais il y aura jamais de cyberguerre, mais il y aura plus jamais de guerre sans cyber. Et aujourd'hui, il faut qu'on se prépare, quoi. Il faut qu'on développe, il faut qu'on soit pas dans un monde de bisounours, on est d'accord. Et les LPM, les LPM, les lois de programmation militaire l'ont bien pointé. Donc ouais, il faut se préparer à cette capacité offensive, et c'est inscrit maintenant dans les doctrines, hein. On peut répondre à une attaque terrestre par une attaque cyber ou vice versa, quoi. Donc c'est vraiment inscrit dans la doctrine offensive. Donc aujourd'hui ça devient des armes, quoi. Ça devient mis entre des mains malveillantes, c'est chaud. Donc, je voudrais rebondir là-dessus. Il y a aussi on parle tout le temps des chapeaux blancs, chapeaux noirs. Il y a les chapeaux rouges aussi, hein. Il y a certains hackers dont je fais partie qui prônent en fait la légitime défense. On l'a vu dernièrement avec Lapsus, c'était des jeunes hackers qui sont infiltrés dans des sociétés du Nasdaq, notamment Nvidia, qui a été piratée. Et pour la première fois, le gouvernement américain, puisqu'on sait que Nvidia a quelques connivences, on va dire, avec le complexe militaro-industriel, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grâce à leur solution, on a vu qu'ils avaient pu pirater en retour les hackers. Donc, ça pose la question pour un État-nation, si jamais c'est un OIV, une grosse boîte, est-ce que ça joue sur notre économie? Est-ce que le pays, l'État, peut s'octroyer le pouvoir de faire appel à des gens qui travaillent en sécurité offensive pour attaquer en retour? Et ça serait la loi du talion. Alors, est-ce que c'est une défense numérique? Voilà. Donc, je pense qu'il y a un vrai débat de fond à apporter là-dessus. Comme je vous disais, l'esprit red teaming, c'est issu des armées, l'armée américaine, en fait, dans les années 60-70, a commencé à réfléchir, en fait, à Charlie. Charlie, c'était typiquement le communiste à l'époque. Et ils ont mis en place des cellules, ce qu'on appelle les blood cells, les cellules rouges, les globules rouges, qui étaient là, en fait, ils font partie des forces spéciales. Et le but, c'était de prouver qu'il y avait des failles dans les systèmes informatiques et également dans les bases militaires. Et ces gars-là ont recruté les meilleurs. Ils étaient sans foi ni loi. C'était vraiment, ils jouaient le rôle des méchants. Et c'est cette logique de guerre, depuis la Kriegspiel, l'école prussienne de guerre. On a le principe de drill et il faut répéter, 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 répéter. Et nous, hackers, entre guillemets, quand on fait de l'offensif, on fait que répéter, répéter, répéter ce qu'on appelle les tactiques, les techniques, les procédures. On parle de MOA, mode opératoire d'attaque. Et en fait, être un bon hacker, c'est non seulement avoir cette appétence pour l'outil informatique, pour le savoir, la connaissance, mais c'est des milliers d'outils. Dans ma boîte à outils, j'ai 3000 outils que j'utilise tous les jours. Il y a plus de 70 commandes pour chaque outil. Vous imaginez le travail, en fait. On en revient à ça. Les jeunes veulent apprendre le hacking. Je leur dis, tu comprends pas, c'est le travail d'une vie. J'ai commencé, j'avais 6 ans.
Il n'y avait pas Internet, j'avais un ordinateur. Après, j'ai évolué dans cette scène, on parle de Juarez, où on craquait les logiciels. Avant Internet, on avait tous des disquettes, hein, c'était du 1,44 et on s'échangeait des disquettes, des jeux vidéo, des shareware. Et puis, dans la scène française, hein, mais c'est partout dans le monde, il y a des jeunes qui ont essayé de craquer, qui ont essayé de s'échanger. Alors, on s'échangeait des jeux piratés. Je sais, c'est pas légal. Mais Faute avouée à moitié pardonnée. Ça nous fait plaisir. Voilà, on va créer des liens tout privilégiés avec la gendarmerie aujourd'hui. Mais il faut comprendre qu'il y a une bonne partie de ces gens-là qui étaient du mauvais côté de la barrière qui œuvrent aujourd'hui pour aider les entreprises, pour vous aider. C'est-à-dire que, encore une fois, on essaye de mettre les hackers chapeau blanc, chapeau noir dans des cases. Mais des fois, il y a plusieurs types de profils. Moi-même, hein, je peux me mettre dans plusieurs cases. Et il y a des gens qui ont péché, certes, et maintenant qui sont là, comme moi, en tant que patriote, pour aider son pays et essayer de faire avancer les choses. Parce que c'est des problématiques. Autant on va avoir des jeunes bien structurés, hein, et à 14 ans, ils sont capables de faire des réseaux de cybercriminels. Autant on va avoir des APT, et là, c'est vraiment des États-nations, avec parfois les services de renseignement. Et aujourd'hui, pour mener la plupart des attaques, finalement, il n'y a pas besoin d'être un expert. Passez une semaine sur sécurité YouTube et puis vous allez pouvoir faire plein de trucs. Tu parlais des radiologiciels là, que j'ai amené, donc j'ai acheté sur Amazon, hein, donc j'ai les factures et tout. Ouais, moi, je suis pas venu tout seul, hein, parce que je suis venu avec plein de matos. Là, on parlait d'IMSI Catcher tout à l'heure, et ça c'est un truc qui est terrible aussi, c'est des petites montres qu'on achète de façon complètement légale sur Amazon, mais ça vous permet de poutrer on pourrait attaquer le Wi-Fi de l'école rien qu'avec cette petite montre. Non, je ne veux pas le faire. Voilà. Alors, Non, mais, pour être tout à fait honnête, donc voilà, donc du coup donc merci de ne pas saisir mon matériel parce que ça m'a coûté quand même un peu d'argent. Ouais, ok, mais je cours pas vite. Ouais, je cours pas vite. Par contre, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être un expert pour mener une attaque. C'est ce qu'il faut comprendre. On parlait de script kiddies et ça, c'est la pollution, quoi. C'est une vraie pollution sur le réseau. Et on doit déjà se protéger de ce bruit. Ça fait plein de bruit sur les réseaux. Et après, finalement, l'attaque ciblée qu'on va devoir détecter, ça va être de plus en plus compliqué parce que tu parlais d'IDS, hein, donc de système de détection d'intrusion. Quand on commence à se faire DDoSer, on parlait de DDoS, d'attaque de déni de service. Bon, ok, il y a du flux réseau qui passe, il y a plein de paquets analysés, on ne sait pas ce qui nous arrive. Et puis, on dit bien dans les fiches de réponse à incident, le premier truc qu'on marque, c'est surtout rester calme et ne paniquez pas. Et ouais, mais sauf que quand on voit plein d'attaques passer et arriver, parce qu'il y a des script kiddies qui vont s'essayer, l'attaque ciblée, celle-ci, on va avoir du mal à l'avoir, quoi. Mais aujourd'hui, mener une attaque informatique, c'est du presse-bouton. C'est vraiment du presse-bouton. Après, bon, ça dépend du temps qu'on a, etc. Et si on veut quelque chose de persistant, faut s'entraîner, quoi. alors on sent bien au travers de vos 3 témoignages que vous êtes avant tout des passionnés, vous êtes de vrais experts, d'accord? Moi, je me mets à la place, je suis désolé Paquito, hein, vous êtes le fil rouge de la journée. Moi, je me mets à la place de Paquito et il voit face à lui, voilà, des gens qui sont vraiment dans une démarche, de citoyenneté, éthique à la cœur, qui veulent absolument, que tout le monde, rentre dans une démarche d'amélioration continue de leur système d'information et tout. Comment, par exemple, concrètement, je sais qu'il y a des collectivités territoriales, je sais qu'il y a des chefs d'entreprise et tout ça, comment ils peuvent éventuellement, vous contacter ou comment vous pouvez, les aider? Alors peut-être, Yassir, justement avec, la plateforme. Je sais que tu gères d'autres projets à côté également, dans le domaine humanitaire et tout ça avec, voilà, tu aides des ONG à résilier considérablement. Mais concrètement, comment, je ne sais pas, concrètement, une entreprise d'ici ou une collectivité territoriale, de Gironde ou d'ailleurs, est-ce qu'elles peuvent faire appel à vos services? Alors, effectivement, je cite quelques exemples. Par exemple, effectivement, on a collaboré avec et je reviendrai sur l'exemple de Monsieur Paquito à la fin. On a collaboré avec quelques collectivités. Donc, typiquement, on a mené un projet avec 3 collectivités. En fait, avant de parler de ces exemples-là, je pense que ce qui me semble important dans ce qu'on est en train de dire et ce qu'on est en train de partager là tout de suite, c'est qu'en fin de compte, on se rend compte que sur la cybersécurité, il y a presque maintenant, j'ai envie de dire, il y a 3 paradigmes qui s'imposent
À chaque fois qu'on veut mettre en place une stratégie cyber, il y a 3 piliers nécessaires mais pas suffisants. Il faut que la cyber soit offensive, il faut qu'elle soit collaborative, il faut qu'elle soit continue. Et après, rajoutez tout ce que vous voulez par-dessus. Mais si il manque un de ces 3-là, c'est-à-dire que typiquement, si vous approchez la cyber de manière ce qu'on appelle one shot, c'est-à-dire vous faites un test une fois et vous testez 1 an plus tard, la réalité de tout ce qu'on décrit, la différence des profils, la différence des applications qu'on utilise, le fait qu'il y a des mises à jour régulièrement, fait que ça ne marche pas. Donc, une fois qu'on a ces 3 éléments en tête, voilà, les exemples qu'on a mis en place concrètement. Bon, on a travaillé avec les collectivités, un projet qui rentre dans le cadre de la France Relance. Voilà. Donc, dans le cadre de France Relance, une collaboration entre Yogosha, Capgemini et 3 collectivités. L'idée, c'était de dire effectivement, les collectivités, par exemple, font partie des cibles privilégiées. En tout cas, statistiquement, ça n'arrête pas de monter aujourd'hui. Alors, bien entendu, la cybersécurité est un milieu vaste. Nous, on essaie de se concentrer sur les points névralgiques. Ce qu'on a identifié comme point névralgique, c'est que ces collectivités-là, pour les usagers, pour les citoyens, elle a un certain nombre d'outils qu'elle met à disposition en ligne, qui sont accessibles, qui peuvent être des boîtes d'entrée. Et on parlait tout à l'heure de la difficulté de convaincre des gens de faire ces tests pour eux-mêmes. Donc, on est allé convaincre des éditeurs, donc 15 éditeurs avec qui on a fait le test, pour leur dire, écoutez, on va vous tester la sécurité de vos systèmes. L'opération sera quasiment financée, mais on veut que vous jouiez le jeu. Vous avez tout à y gagner. 1, parce que vous allez améliorer la sécurité de votre système. 2, parce que vous allez devenir un modèle. Et quelque part, ça devient presque un benchmark à utiliser en disant, bon, voilà, on a testé. Vous pouvez imaginer que ce genre d'exercice, il y a 3 ans en arrière, même 3 ans en arrière, c'était impensable pour un éditeur. Un éditeur va vous dire, non, mais attendez, moi, je suis infaillible, j'ai rien à démontrer. Mais on l'a pris sous cet angle-là, en disant, écoutez, on sait qu'il y a des failles partout, on n'est pas là pour vous taper dessus. On est là pour, vous aider à vous sécuriser, aider les collectivités à sécuriser, et par ricochet, aider des citoyens, en fin de compte, à s'assurer, dans une certaine mesure, encore une fois, j'insiste sur le côté nécessaire mais pas suffisant, à leur démontrer qu'on essaie de s'améliorer. Donc, 15 éditeurs, il y a déjà 7 applications qui ont été testées. Sur ces 7 applications, il y a déjà 295 vulnérabilités qui ont été remontées. Il y a, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, il y a déjà à peu près 80% des failles qui ont déjà été corrigées. Mais on n'est pas en train de fêter ça. C'est-à-dire qu'on le prend avec tout l'équilibre avec lequel il faut prendre. C'est une grande étape. Tout notre souhait maintenant, c'est de généraliser ça et de faire en sorte que ça devienne une norme dans laquelle tout le monde s'inscrit et qui tire tout le monde vers le haut, parce qu'il suffit qu'une des chaînes manque. Donc, si la collectivité dit non, ça s'effondre. Si l'éditeur dit non, ça s'effondre. Voilà. Et les hackers, bien entendu, étaient contents d'avoir des terrains de jeu dans lesquels ils pouvaient travailler. Et en plus, ils ont été rémunérés pour ça. Donc ça, c'est un premier exemple qu'on fait avec les collectivités. Deuxième exemple, par exemple, on a des projets qu'on fait avec des universités ou les enseignements. Donc, on travaille avec l'université de Pau, on travaille avec la région Île-de-France. Donc, la région d'Île-de-France, on a des projets avec les lycées où justement, on organise des CTF. Il y a tout un tas d'activités qui vont venir pour repérer parmi les étudiants des potentiels hackers ou qui ont la capacité de trouver des failles et créer justement un milieu dans lequel ils pourraient remonter ces failles-là sans être embêtés, sans avoir la tentation d'aller trop loin et de changer une note et de créer des systèmes de reconnaissance qui font qu'il n'a pas peur, il n'aura pas peur de le faire. Pareil, on le fait avec l'université de Pau, où là carrément on a fait un bug bounty pédagogique parce que là c'est des étudiants plus âgés, on sait pour le coup il y a des compétences et on sait que beaucoup trouvent des failles et que des fois ils ne les remontent pas parce qu'ils n'ont pas envie de se prendre la tête ou autre, parce que ça peut se retourner contre eux. Et le dernier, et effectivement, ça c'est un autre projet qui est dans la même lignée que ce que font nos amis de Hackers sans frontières, qui font un travail phénoménal. Nous, on avait un projet qui s'appelle Hack for Values, qu'on a maintenant depuis 3-4 ans, sur lequel on propose des programmes de bug bounty pro bono, gracieusement, pour des ONG. Donc, on a des hackers qui travaillent, qui remontent des failles de sécurité à des ONG qui ne sont pas rémunérés, si ce n'est la reconnaissance de leur travail. Et pour vous donner un exemple, on a Amnesty International avec nous, on a SOS Méditerranée, on a Action contre la faim et tout un tas d'associations qu'on travaille. Je pense que ça permet aussi, pour nous, ça fait partie de notre mission au-delà des aspects commerciaux, mais ça permet encore une fois de confirmer ce côté éthique, c'est-à-dire que ces hackers-là le font vraiment et je peux vous assurer qu'ils travaillent de manière acharnée
comme ça a été souligné tout à l'heure, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Dans les exemples des PME, c'est les exemples les plus douloureux, les plus compliqués, parce que là, on se retrouve à la croisée d'un côté le problème des budgets, qui fait que les entreprises privées sont compliquées, et doublé d'un problème de maturité, où des fois, il y a certains exercices qui sont peut-être très avancés. Maintenant, je pense qu'il y a des solutions qui existent sur le marché. Et je pense que le point de départ, le minimum qu'il faut avoir, c'est peut-être démarrer. La question est toujours de trouver le bon partenaire. C'est ça, on n'y peut pas grand-chose. Si ce n'est benchmarker, ça c'est la loi du marché entre guillemets. Et je pense que le travail de cybermalveillance est à saluer parce qu'il tag au moins des gens référencés. Après, la réalité, c'est qu'on trouvera quand même tout et n'importe quoi. Mais commencer par, je pense, un minimum pour des PME, quelque chose à leur taille, un consultant expert technique qui peut leur faire une première audit. C'est-à-dire juste leur dire par où commencer. La question fondamentale d'un patron est très souvent par où je dois commencer. C'est le premier défi. Je ne sais pas si c'est ça, mais juste par où je dois commencer à avoir quelqu'un qui leur fait une première audit de leur réseau pour leur dire, voilà, le premier sujet qu'on doit tout de suite décliner, peut-être, c'est le backup. Et le backup, c'est pas un disque dur branché sur le réseau intérieur de votre informatique. C'est idéalement deux stockages dans deux formats différents, dans deux endroits séparés physiquement. Voilà. Et commencer par ça, c'est le minimum. Et le dernier, c'est peut-être, et je ne sais pas, on ne peut pas non plus tout espérer de l'État, mais je sais qu'il y a des initiatives pour avoir des boucliers, pour avoir des subventions qui peut-être donneront une première impulsion pour pouvoir aider des gens qui se retrouvent dans cette situation-là. Et encore une fois, les témoignages ne feront que augmenter la sensibilisation de tout le monde à ces sujets. Moi, je te rejoins complètement. Ce qu'il faut, c'est vraiment travailler. Enfin, moi, aujourd'hui, avec mon statut, je ne pourrais pas intervenir. Mais aujourd'hui, il faut vraiment travailler au juste besoin. Engager 150 000 € pour sécuriser votre entreprise, je pense que ce n'est pas le bon besoin, quoi. On n'est pas au juste besoin. Tu as parlé tout à l'heure de comportemental, c'est hyper important. Le premier rempart entre l'attaquant et puis votre ordinateur, je pense que c'est vous. Donc, il y a effectivement ce comportemental à travailler. Après, oui, il y a la solution technique, hein, c'est un mix de solutions techniques et humaines. Mais il faut être pragmatique, il faut être au juste besoin. 150 000 €, c'est non, effectivement, c'est pas juste. Je veux pas casser les marchés des uns et des autres, hein, mais ça, moi, c'est pas cohérent. Et après, je reviens sur les initiatives étatiques, hein, moi, je suis encore officier de réserve au ComCyber parce que une addiction, ça s'éteint pas comme ça, donc ça me permet de continuer un peu d'activité de façon légale. Ouais, c'est comme ça, j'y peux rien. Et donc je remercie le ComCyber. Donc effectivement, donc je parle de ces initiatives de réserve. De réserve, il y a la réserve citoyenne, il y a la réserve cyber. Peut-être qu'une coordination, parce qu'aujourd'hui, les vrais acteurs dans la région, ça je le confirme, c'est vraiment aussi la gendarmerie, hein, qui est très proche et très active. Est-ce qu'un pilotage d'une cyber-réserve donc il y a des centres de réponse à incidents qui vont se monter. Est-ce qu'il y aura un vivier suffisamment volumineux, compétent pour répondre à tous les besoins, adresser toutes les sociétés, entre Madame Michou et puis M. Paquito? Je ne sais pas. Donc, mais là, je pense qu'il y a une vraie réflexion encore. Un cyberdome, le cyberdome aquitain, est-ce que la région ne peut pas payer une partie d'une connexion à un SOC où il y aurait un SOC H24 en Aquitaine qui serait en veille? Je ne sais pas, il faut réfléchir. Alors moi, c'est pas une question, c'est une remarque. Lorsque j'avais sollicité des sociétés pour essayer de me relever au plus vite, on m'a envoyé pas mal de sociétés X, Y de la région. Et quand je les ai reçues, j'ai senti plutôt un côté commercial que technique. On appelle ça une pompe à brouillard. Voilà. Et j'ai vu de tout, j'ai entendu de tout, et ça, c'est pas possible. Parce que on est vulnérable déjà sur des rançons, on devient vulnérable sur des affamés commerciaux, hein, ils viennent là pour essayer de voir ce qu'ils peuvent piller, qui reste à piller. Ouais, ça, c'est des vautours. Mais c'est vrai que derrière, vous avez Laurent, votre ami. C'est Oui. ça, c'est Laurent. Je crois Laurent, les labels, je crois qu'il faut vraiment aller vers. On parle de la confiance numérique, la confiance numérique dans un produit, la confiance numérique dans un individu. Il faut aller vers ces labels-là. Alors, Excusez-moi, j'ai juste un point par rapport à ce que tu soulèves. Et c'est un vrai problème déontologique que nous, on a. Parce que Laurent fait partie de la communauté des correspondants Entech, donc notre communauté à nous, au sein du département de la Gironde, de la gendarmerie. Le souci, c'est que nous, quand on intervient en primo-intervenant et qu'on vient remédier, tenter de vous remédier, et on vous invite à déposer plainte parce qu'on est les seuls acteurs à faire soit cesser l'infraction, soit y remédier et tout. Le problème, c'est que
Alors j'en appelle à tout le monde, hein, tous les sachants ici. Comment on fait pour dire allez voir telle société et pas celle-là? C'est impossible. Nous, voilà. Nous, le problème, c'est qu'on est confronté à ça. Donc on a différents, avec mon ami, mon binôme Cyril, on a différents stratèges. On dit ben voilà, cybermalveillance, Clusir, ANSSI, ceci, cela. Mais le problème, c'est qu'on est incapable, déontologiquement, de pouvoir dire ben oui, au regard de notre retour d'expérience, bah, concrètement, voilà, elle est là, pas là, parce que là, voilà, Oui. on peut pas. Rapidement, c'est une réflexion très tirée par les cheveux, très compliquée à mettre, mais qui est quand même un peu l'ADN de l'Europe. Vous savez, il y a un dicton qui dit les Américains innovent, les Chinois copient et les Européens régulent. La force, c'est la régulation. Et il y a quelque chose, je vais ouvrir une réflexion, je n'ai pas une vraie réponse, hein, mais c'est un truc qui me travaille, je pense. Il y a un vrai sujet. Quand on regarde les métiers de la cybersécurité, en particulier dans l'environnement technologique, les mots éthique, déontologie reviennent très souvent. Il y a beaucoup de similitudes avec la médecine, avec l'avocat, parce qu'il y a la notion de vulnérabilité. On sait qu'il y a des gens qui sont vulnérables, avec qui on est en train de discuter. Il faudrait avoir, comme l'avocat qui passe le barreau ou autre, la capacité à révoquer à des gens qui feraient preuve de ce genre d'approche vis-à-vis de gens vulnérables leur carte ou leur reconnaissance. Comment mettre ça en place? Je laisserai le soin aux politiciens de s'occuper de ça. Mais il y a quelque chose, et je pense qu'on a peur d'affronter ce sujet parce qu'il est très compliqué, mais je pense qu'on n'échappera pas à ça. On n'échappera pas à ça à un moment ou à un autre parce que, voilà, un témoignage comme celui-là, on a tous l'estomac qui est retourné en se disant le mec, il est à genoux et il y a quelqu'un qui veut lui vendre un truc. Alors, voilà. ce qui fait encore plus peur, c'est que j'ai l'impression que c'est un réseau. Parce que moi, j'avais sollicité 2 ou 3 boîtes qu'on m'avait référencées. Mais de ces 2 ou 3 boîtes, j'en ai eu une dizaine qui m'ont sollicité directement. Ça veut dire qu'il y a des réseaux, je sais pas, de communication entre eux. Ou alors votre téléphone est sur écoute, donc du coup. Bonjour, Quentin Lecomte. Je dirige une petite entreprise sur Bordeaux sur la cybersécurité pour les entreprises. On apporte quelques expertises et puis on essaye d'aider les PME à se sécuriser. Juste pour rebondir sur Yassir, ce que vous avez dit par rapport à la régulation sur ces métiers, c'est une réflexion que je partage aussi, que je trouve hyper importante. Aujourd'hui, en informatique, il y a des vrais sujets euh, d'attente de moyens, d'attente de pas forcément de résultats, mais on est à peu près sur les mêmes choses effectivement que peut-être la médecine, les avocats, et cetera. Ce sont des métiers qui ont grandi très rapidement, où à l'époque, bah, il y avait des informaticiens, mais il n'y avait pas beaucoup d'informatique. Et donc, en 15 ans, le métier a vraiment changé. Et il y aurait nécessité effectivement sur certains sujets à un peu plus réguler et à séparer avec des, comme on peut en voir en médecine, des règles, des règles de déontologie, des choses à respecter avec des suivis derrière, je pense. Damien, je t'invite à descendre. Damien Bancal nous fait l'amitié, voilà, de venir. Avant que vous ne partiez, l'issue de secours était déjà ouverte. Ils sont rapides, ces hackers qu'on n'a pas le droit de dire que ce sont des hackers, mais ils sont rapides. Damien, je t'en prie, installe-toi. Je pense qu'il y a une présentation à mettre en place. Le temps que Damien s'installe et que l'on vous le présente, si il est encore utile de le présenter, on peut peut-être prendre une dernière question, messieurs. Est-ce que... Oui, Stéphane. Voilà, hop, collaboratif. Bonjour à tous. J'avais juste une petite question, c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand on a une entreprise et qu'on achète un ordinateur, qu'on est un informaticien ou pas, on a un antivirus dessus. Et en fait, on a une société aujourd'hui où on prône le fait qu'il faut se protéger avec un antivirus. Moi, avec les collaborateurs qu'on a, on a une petite entreprise, on a 12 personnes, j'en ai certains qui m'ont dit on est protégé, on a un antivirus. Ils savent absolument pas ce qu'il fait, ils savent absolument pas à quoi ça sert. Et pour certains, quand je leur dis, pour pas les citer, il y en a qui sont installés d'origine sur les ordinateurs, la solution serait peut-être d'avoir aussi des logiciels qui soient à l'inverse. C'est-à-dire que ce soit des logiciels qui permettent à montrer aux utilisateurs les failles qui existent dans leur UC pour pouvoir travailler contre. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on protège, enfin, on essaye de montrer aux personnes qu'on les protège à l'achat avec un antivirus ou d'autres systèmes préinstallés.
et on ne les sensibilise pas pourquoi on veut faire ça. Donc peut-être que la solution serait, alors après je ne suis pas du tout, comment dire, maqué pour faire ça, mais ce serait de faire dans l'autre sens, de pouvoir potentiellement, je ne sais pas, avec vos compétences, proposer des softs qui puissent être installés sur des entreprises ou des réseaux d'entreprises et créer une espèce de réseau de protection dans ce sens-là. Alors, c'est un petit peu en train de changer. Déjà, votre antivirus, il a accès en bas niveau, au noyau, et il y a même des niveaux en dessous, dont on ne parle jamais, mais vous avez plein de puces sur vos cartes mères, et potentiellement, c'est des portes dérobées qui sont utilisées par les services de renseignement et qui, malheureusement, vont être utilisées par les hackers si jamais ils trouvent ces failles. Votre antivirus, il peut vous rendre le meilleur service du monde et on peut s'en servir pour vous espionner aussi. Ça, faut le savoir. On l'a vu avec Kaspersky récemment. C'est en train de changer. Je vous disais, on a le principe de règle Yara et Sigma. On a des outils comme Tor, comme Loki. En fait, on va s'intéresser, nous, en cybersécurité, on parle d'indicateurs de compromission. Et je vous parlais des tactiques, techniques, procédures. C'est-à-dire que le hacker va utiliser des techniques d'escalade, des techniques d'attaque. Il va laisser en analyse forensique des artefacts qu'on va pouvoir découvrir. Et en fonction de ça, on a des signatures qui vont faire plus que juste vérifier en fait les appels qui sont faits. On va essayer de détecter les techniques utilisées par les hackers. En fait, en se déplacement latéralement, on va essayer de récupérer, passer de compte à compte. On va utiliser des outils, même au sein de votre Windows. Et maintenant, on essaie de tirer ces indicateurs plutôt que juste faire de la signature. C'est en train d'évoluer, pardon. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y, c'est ça, c'est l'analyse comportementale des systèmes finalement. Là, vous travaillez par signature, donc ça a ses limites, hein. Et puis, c'est ce qu'on apprend à nos élèves en première semaine en RSR, c'est comment je contourne un antivirus. Donc du coup, après, c'est basé après sur le comportemental et il y a des outils, EDR, XDR, tout ça, ça arrive là, sur le marché. Alors, pour compléter tout ça, je crois qu'aujourd'hui, on se dirige de plus en plus vers aussi d'autres approches type EDR ou autres qui vont permettre de faire ce genre d'analyse beaucoup plus que l'antivirus. Maintenant, pour répondre à votre question, vraiment, si on essaye de faire l'exercice bas du front, il n'y a que 3 méthodes. Soit vous faites ce qu'on appelle un pen test, donc vous avez un gars qui va venir et qui va vous démontrer aux collaborateurs comment il a été capable de rentrer sur les systèmes en question. Quand on va tester des softs, des softs qui attaquent parce que ça peut faire du bruit, c'est pas forcément, je sais pas si ça peut donner des résultats, mais on a ce qu'on appelle des tirs à blanc. Donc c'est des ransomware qui ne font rien et en fait on lance le ransomware sur un réseau pour voir est-ce que les antivirus ou est-ce que les EDR sont capables de détecter ou pas. Et donc il y a des solutions qui ressemblent à ça, mais ça s'arrête là. Sinon les derniers, ça serait mettre en place des honeypots ou des équivalents, donc des outils qui analysent toutes les attaques qui vont arriver sur une machine, par exemple. Et ça, vous pouvez avoir une démonstration presque pédagogique où vous dites, écoutez, on va mettre une machine, et ça marche quasiment à tous les coups. Vous mettez une machine en ligne, vous ouvrez des ports, vous l'exposez avec un honeypot, c'est des choses qu'il faut s'installer. Allez, vous la laissez une semaine et vous revenez montrer ce qui s'est passé dessus et ça peut donner le résultat. Si c'est ça ce que vous cherchez, le côté démontrer aux gens, je ne vois que ces approches-là. Sinon, je pense que vous risquez d'aller sur un terrain trop dangereux qui risque d'avoir l'effet inverse parce que vous risquez peut-être en lançant des outils à détruire des choses plutôt que d'avoir le côté on y adhère et on a compris ce qui se passe. J'y crois, je crois. Mais merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Merci du temps accordé.